Alors, bienvenue à tous dans un nouvel épisode des coulisses de la publication. Donc, je rappelle, le but, c'est un peu de démystifier les pratiques de publication en racontant ce qui a été vécu par des auteurs de la revue internationale PME, concrètement, comment ils ont ressenti le processus. Puis, à chaque épisode, on essaye d'évoquer un thème différent. Donc, aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Arthur Sawadoglo et Joseph Tixier qui vont nous parler un peu du repérage des revues. Ça peut paraître un peu évident pour certains là, mais pour d'autres se dire pourquoi je vais choisir de publier dans la revue PME ou de soumettre à la RIPME. C'est pas aussi évident que ça. Donc pour commencer, je vais laisser Arthur et puis Joseph se présenter, puis après on va entamer la petite discussion autour de ça. Alors Arthur, Alors, bienvenue. merci Olivier. Effectivement, donc, je suis Arthur Sadgo, je suis chargé d'études au SELEC. Le SELEC qui est le centre d'études et de recherche sur les qualifications. Donc, c'est un établissement qui est rattaché au ministère de l'Éducation nationale. Et parallèlement, je suis chercheur associé à l'IREDU. Alors, l'IREDU, c'est un laboratoire de sociologie et d'économie de l'éducation qui est situé à Dijon, donc à l'Université de Bourgogne. Mes travaux portent principalement sur les questions d'insertion professionnelle des jeunes, notamment l'insertion par l'entrepreneuriat, qui a été mon sujet de thèse, une thèse que j'ai réalisée et soutenue à l'IREDU, justement. Bienvenue et merci à toi Arthur. Joseph, bienvenue. Merci. Moi, je suis prof assistant à Kedge Business School sur le campus de Paris actuellement. Avant mon parcours doctoral, je travaillais pour l'OCDE en tant que consultant et avec le cheptel d'organisations onusiennes sur des problématiques de soutien du développement des pays du Sud à travers l'entrepreneuriat et moi plus particulièrement l'éducation en entrepreneuriat. Et donc j'ai fait ma thèse sur un des programmes que j'ai contribué à mettre en place dans un des pays du Sud. Bien, merci à tous les deux. Arthur, on va commencer très simplement par la question qui cadre la capsule, là, hein. C'est comment es-tu arrivé à repérer et à soumettre, à repérer la revue et puis à soumettre un papier à la RIPME, si vous nous raconter ça? Je dirais que, en fait, dans cette question, il y a deux sous-questions, donc je me permets de répondre quand même en deux temps. Donc, une première sous-question qui est plutôt relative, en fait, à l'identification même de la revue, à savoir comment, en fait, finalement, on a repéré en fait la revue. Une deuxième sous-question qui, elle, concernerait plutôt en fait les raisons ou en fait les éléments qui nous ont conduits en fait à choisir cette revue-là plutôt que l'autre. Alors concernant la première sous-question, je dirais bon en fait au final initialement je dirais que on connaissait pas la revue. Alors je dis on parce que c'est un article qui a été et coécrit avec mon collègue qui s'appelle Cyril LBD, qui est consultant à Eurostat à Luxembourg. Donc, en fait, on ne connaissait pas la revue. Donc, on avait fait une simple recherche, en fait, sur Google, sur le moteur de recherche Google, qui nous avait présenté, en fait, une liste de revues, environ une dizaine de revues qu'on a écrémées en quelque sorte et voilà, et qu'on a identifié de la sorte. Et en fait, on a choisi la revue Rythme par rapport plutôt que les autres revues sur la base en fait de critères qu'on avait définis en amont. Alors, il y avait plusieurs critères en fait, mais il y avait trois principaux critères qui nous semblaient quand même qui nous semblaient quand même très importants. Il y avait un premier critère qui était celui relatif en fait à la réputation de la revue. Donc, on voulait vraiment soumettre dans une revue à comité de lecture, une revue scientifique à comité de lecture qui soit bien cotée, qui soit reconnue à l'échelle internationale. Et un deuxième critère, en quelque sorte, qui était celui relatif à l'ouverture en fait de la revue à différentes approches disciplinaires, donc à différentes approches disciplinaires, mais aussi à différentes approches méthodologiques. Une revue qui soit sensible aussi bien, voilà, qui accorde un intérêt pour les travaux aussi bien quantitatifs que qualitatifs. Donc, pour nous, voilà, c'était un critère qui était déterminant. Et un troisième critère qui était lui plutôt, je dirais, relatif en fait à la sensibilité pour des travaux portant sur les pays en développement. Alors, nous, on avait un projet d'étude qui portait sur le Burkina Faso. Alors, le Burkina Faso, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un pays qui est situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest.
Et donc, on avait un projet de papier, un projet d'étude qui portait sur enfin, sur ce pays-là. Et donc, on voulait vraiment être sûr de soumettre le papier dans une revue voilà, qui était assez sensible à des travaux portant dans ce contexte-là. Et lorsqu'on regarde d'ailleurs sur le site de la revue, on voit que bon, il y a un certain nombre de travaux, pas mal de travaux portant sur des problématiques des pays en développement. Donc pour nous en fait, voilà, la revue RIPM, en fait, elle répondait à l'ensemble de ces critères. Alors, il y avait aussi d'autres critères, là, mais je ne reviendrai pas vraiment là-dessus parce que c'était plutôt des critères secondaires. Il y avait, par exemple, un critère qui était relatif, en fait, aux consignes de rédaction à la longueur du texte. Donc, on avait un projet de texte quand même qui était assez volumineux. Et donc, et dans la revue RIPM, en fait, vous avez un format de texte qui peut aller de 6 000 à 10 000 mots. Donc, ça fait environ une vingtaine de pages, ce qui nous laissait quand même une certaine marge de la latitude, en fait, pour développer certains aspects, notamment méthodologiques. Et donc, voilà, c'était un ensemble de critères. On peut en citer d'autres, mais c'était les principaux critères quand même qui nous ont conduits, voilà, qui ont fondé le choix de cette levée-là. Bien sûr, Arthur. Alors, Joseph, de ton côté? Bah, moi, c'est un peu l'opposé où ça a été, c'est une revue que je connais déjà, que je connaissais avant par collègues interposés, hein, peuvent aussi être dans le comité de rédaction des gens que j'ai côtoyés. Donc, je connais cette revue de réputation, et je trouve que c'est une bonne revue avec des choses intéressantes dessus. Et donc, c'est pas une recherche que j'ai faite qui m'a permis d'arriver à la revue RIPM. C'est l'apparition de ce numéro spécial sur les imaginaires, les nouveaux imaginaires de l'entrepreneuriat en Afrique. Parce que depuis que je suis dans l'académie, en fait, je suis confronté à plusieurs problèmes. Alors autant l'éducation en entrepreneuriat dans les pays africains, c'est quelque chose qui intéresse énormément les organisations internationales, hein. Il y a beaucoup de travail qui est fait dessus. Autant dans le monde des sciences de gestion, bah, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. C'est un sujet assez niche, c'est un sujet qui est pas très abordé ou de manière très distante, voire d'une manière que j'ai pas du tout envie de rentrer dedans, qui est très coloniale, qui consiste à essayer d'enseigner entre guillemets hein, aux Africains de comment est-ce qu'on fait pour être entrepreneur, alors que c'est déjà de très bons entrepreneurs dans l'ensemble. Et donc ça devient un sujet très compliqué à publier, notamment parce que ma thèse porte pas sur des écoles de commerce. Donc là, ça serait un peu plus facile. Il y avait des AMLE, par exemple, qui s'intéressent aux écoles de commerce. Mais parce que moi, je m'intéresse aux lycées professionnels et techniques, ça devient un peu plus compliqué à publier dans des revues, je dirais, dans les revues de gestion, quoi. Un autre problème que j'ai, c'est que moi j'essaie de faire j'ai fait ma thèse sur une ethnographie, et donc il y a un problème aussi vis-à-vis de ça, une difficulté, c'est d'expliquer que cette recherche est rigoureuse et que j'ai oui, mais mis en place des stratégies méthodologiques et des stratégies de réflexivité pour arriver à rendre rigoureuse ma recherche, parce que bah comme vous l'entendez peut-être ou comme vous le verrez peut-être, je suis pas du tout malgache, là où j'ai fait ma thèse, et j'étais finalement un jeune Européen localement perçu comme ayant plein d'argent, alors que bon, doctorant, on n'a pas beaucoup plein d'argent, on n'a pas beaucoup d'argent, mais localement perçu comme puissant, et donc très difficile d'établir un rapport avec la population locale, surtout en venant d'un pays ancien colonisateur, donc très difficile de mettre d'établir un rapport là-dessus, et donc certaines autres revues qui s'intéresseraient à l'entrepreneuriat ou l'éducation dans les pays africains sont encore plus regardants vis-à-vis de l'auteur en lui-même. Et donc c'est assez compliqué à expliquer que donc il faut pouvoir avoir la place et le temps d'expliquer comment j'ai collecté, comment j'ai construit mon rapport avec la population pour que on puisse faire confiance en ma recherche. Et l'autre problématique que j'ai, c'est comme des chercheurs commencent à le dire, on connaît très mal les sciences de gestion.
on n'est pas équipé pour comprendre ce qui se passe en Afrique subsaharienne. On n'est pas équipé pour comprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat dans les pays du Sud. On a des catégories, on a une façon d'en parler, mais la plupart du temps, ça tombe à côté. Donc, pour s'inscrire dans une conversation, arriver en disant, ouais, bah alors, ça serait bien qu'on parle autrement de ce phénomène-là, ben, c'est pas évident. Et donc, du coup, ce numéro spécial sur l'imaginaire, les nouveaux imaginaires de l'entrepreneuriat en Afrique, euh, c'est tombé un peu au meilleur moment et de la meilleure façon, parce que exactement, c'était la problématique que je me posais. C'est, en fait, il faudrait imaginer autre chose. Il faut que nous, on demande de comprendre l'imaginaire local, d'imaginer autrement, et sans trahir, en essayant de respecter la voix des acteurs du terrain. Et donc ça tombait parfaitement bien, ce numéro spécial, et ça m'a permis du coup de aussi réexplorer d'explorer ce concept d'imaginaire, et de trouver un endroit où pouvoir commencer à raconter ce que les enseignants font réellement sur le terrain pour enseigner et construire cet imaginaire local qui est bien éloigné de la façon dont on pense l'entrepreneuriat, et qui n'est pas non, qui n'est pas un vide institutionnel, qui n'est pas un déficit culturel, qui n'est pas une tare, des tares individuelles, un manque de leadership comme on peut le voir même dans certains curriculums d'entrepreneuriat, hein, dans des politiques qui sont mises en place, mais il y a bien un vivier très vivant, du coup, il y a bien une énergie folle dans l'entrepreneuriat localement. Tout le monde est multi-entrepreneur, enfin, quasiment tout le monde est multi-entrepreneur, très entreprenant. On a cet esprit-là, ça va très vite, mais c'est pas représenté. Et donc, je trouve que ce numéro spécial dans cette revue était la maison parfaite pour cette histoire. Bien, merci. Du coup, je comprends que la revue est pas mal accueillante, hein, on est content. Mhm. Euh, alors peut-être une autre question là, c'est est-ce que vous êtes mis finalement un peu à lire des articles de la revue pour vous sensibiliser au type d'écriture, à ce qui était acceptable, avant de soumettre et puis pour orienter un peu votre processus d'écriture, quoi. Donc peut-être Joseph. Oui. Alors, pas de la manière dont on s'attend, parce que toujours le même problème j'essaie de dire quelque chose de différent que ce qui pouvait se dire avant. Et puis, des fois, ça, quand je vois la qualité de ce que je lis, ça a tendance à me déprimer sur ma capacité à publier et la rigueur que je vois. Mais je comprends maintenant que c'est quelque chose qui arrive à l'issue d'un processus de relecture et de correction d'un papier. Donc, mon article est bien meilleur. Il doit maintenant générer des jalousies de ceux qui le lisent, ou les mêmes insécurités de ceux qui le lisent. Non, j'avais surtout lu, alors je connaissais voilà la revue, je lisais, j'en ai lu quelques articles, mais ce qui était surtout important pour moi, c'était de lire les articles qui étaient cités dans l'appel à contribution du numéro spécial. Parce que c'est généralement donc des gens différents, une équipe différente qui a une idée bien précise en tête, et pour rentrer dans cette conversation-là, pour moi, c'était important de lire ce qui avait été cité dans dans cet appel à contribution. Et puis ça m'a permis d'explorer le thème de l'imaginaire, parce que j'étais pas tellement là-dedans avant, et je trouvais que ça a piqué ma curiosité, j'ai pu approfondir. Et je pense que c'est aussi une bonne stratégie pour montrer l'intérêt qu'on a à ce numéro spécial, et essayer de en fait dire, enfin parler dans le discours que les éditeurs essaient de développer, les servir eux, quoi, d'essayer non seulement de publier moi, de servir mon discours, mais de leur apporter ce qu'ils veulent, quoi. Ils veulent parler de quelque chose, parler de cette chose-là. Merci. De ton côté, Arthur, comment t'as procédé? Euh, Dans notre cas aussi, c'était, voilà, on a consulté effectivement le site de la revue, on a essayé d'identifier en fait quelques articles, on a histoire de s'imprégner effectivement et de bien comprendre en fait les attentes de la revue aussi bien sur le fond que sur la forme. Et donc,
à partir de là, donc après lecture de quelques articles, donc on a réadapté en fait notre texte et donc on a réadapté notamment sur la façon d'écrire. Et donc bon voilà, on s'est inspiré en quelque sorte de ce qui avait déjà été produit, sachant que comme Joseph l'a souligné, c'était des contributions qui étaient assez riches et qui étaient qualitatives. Donc, c'est sur cette base-là, donc on a écrit notre texte et qu'on a soumis, avant de soumettre, bien sûr, à la revue, tout en suivant, bien sûr, les consignes qui étaient déjà clairement indiquées, en fait, sur le site de la revue aussi. Voilà. Merci. D'ailleurs, je le rappelle à toutes les personnes qui nous regardent là que la revue est en accès libre sur le site d'Érudit. Érudit étant un site québécois là, et que en dehors de la dernière année qui est sous embargo, vous pouvez aller fréquenter la revue de manière libre. Ben, pour conclure, peut-être une dernière question un peu amusante là, mais Arthur, est-ce que tu regrettes tout ça? Est-ce que tu dis que tu as Alors, visé la mauvaise revue? Tu as visé la mauvaise revue peut-être? Alors, absolument pas, mais vraiment pas du tout, parce que, voilà, je pense qu'à l'issue de tout ce process-là, de révision, et en plus, c'était des révisions majeures de notre texte, on a vu une amélioration, en fait, significative de notre texte. Donc, on a vu quand même qu'il y avait un monde d'écart entre la première version du texte qu'on avait soumis et puis la version finale qui est publiée et accessible sur le site de la revue. Et d'ailleurs, j'invite chacun à aller consulter ce beau papier. Et donc, non, on a alors absolument aucun regret parce que, alors, le texte, quand on a reçu les premiers rapports, en fait, des évaluateurs, alors, c'était les critiques étaient assez fortes, elles étaient importantes. Il y avait beaucoup d'attentes aussi, mais on a trouvé que c'était des rapports de très, très grande qualité parce qu'en fait, c'était des rapports à la fois qui mettaient en lumière, en fait, les insuffisances de nos textes, mais qui proposaient quand même quelques solutions, quelques éléments, en fait, pour améliorer justement ce document. Donc, non, absolument pas, parce que voilà, c'est une revue de très bonne qualité et qui a permis incontestablement, en tout cas, d'améliorer en fait le texte, notre texte. Donc voilà, on était tout à fait ravis de voir publier notre texte sur le site de la revue. Et Joseph, de Ouais, ça améliore bien. Oui, je disais, ça améliore bien le papier, hein, les retours qui sont exigeants. Enfin, moi, j'ai eu des retours, j'imagine que ça change à chaque fois, mais que ça a été pour moi, dans l'ensemble, exigeant, mais constructif. Où oui, on sent bien que ça va faire, dans l'ensemble, bien améliorer le papier. Je regrette pas du tout cette publication. J'espère que ça va donner de la visibilité à mon terrain, aux personnes qui travaillent encore et qui doivent enseigner l'entrepreneuriat avec leurs propres moyens, littéralement comme intellectuellement enfin, ou conceptuellement, leur propre concept. Donc j'espère que ça pourra leur donner de la visibilité. Le seul regret que j'ai, c'est le regret qu'ont tous les ethnographes qui essaient de publier des articles, c'est qu'on n'a pas assez de place. Même si je suis arrivé à un petit peu vers la fin, dépasser vers les derniers cycles de révision, de dépasser sans faire trop de bruit. Le quota autorisé, mais il faut arriver à faire pousser les murs pour pouvoir publier une ethnographie, mais c'est le seul regret en fait, c'est de pas pouvoir plus en avoir mis. merci à tous les deux. Alors, ça me donne l'occasion de dire aux personnes qui nous regardent là, c'est important d'aller lire aussi les recherches. C'est vraiment des recherches qui vont aussi vous décadrer, vous ouvrir à d'autres perspectives. Donc, c'est important d'aller lire les travaux. Vous retrouverez à la fin du balado là les références des deux papiers dont on a discuté, mais de manière un peu indirecte aujourd'hui. Donc, je vous invite vraiment à aller les regarder, même si c'est pas votre thème de recherche. On peut aussi découvrir des choses comme si on lisait une revue là. Et ben, Joseph et puis Arthur, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce moment de discussion. Merci. Merci Olivier, surtout pour cette invitation, bien sûr. Ouais, vos perspectives étaient très complémentaires. Et donc, ben, je rappelle à tout le monde, là, si vous voulez aller fréquenter la revue et puis lire un peu les papiers, ben, elle est disponible sur Érudit, pas sur Cairn, sur Érudit.
Et donc, merci et puis au prochain épisode. Bye.